Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV le 1945. Dans l'actualité de ce mercredi, un élément de la gendarmerie nationale visé par des mesures disciplinaires en mission au Congo. Il est sur le point d'être rapatrié pour violation du code d'éthique et de déontologie. Le gendarme en question est accusé d'avoir affiché en public son appartenance politique. Les populations de Rufisque s'opposent au projet de construction d'un nouveau four de la Sococim. Elles ont longtemps alerté sur les conséquences des exploitations de la cimenterie sur leur cadre de vie. Et cette fois, ce sont les dignitaires lébous qui portent le combat. Augmentation des salaires dans l'administration publique. La mesure est désormais généralisée et s'applique à tous les secteurs concernés. Mais le CNTS-FC émet des réserves sur cette décision et nous le verrons dans quelques instants. Le président de la République a félicité les ministres qui ont gagné les élections législatives, remercié et encouragé les perdants. Macky Sall a demandé aux ministres de préparer les dossiers et de gérer les affaires courantes. Et pour le moment, aucun décret de dissolution n'a été pris. Le nouveau gouvernement ne pourrait être connu et mis en place qu'après l'installation de l'Assemblée nationale. Et nous avons aussi appris qu'un élément de la gendarmerie en mission au Congo est sur le point d'être rapatrié. Et c'est pour avoir partagé une photo du leader politique Ousmane Sonko. Il pourrait également être sanctionné pour actes contraires à l'éthique et à la déontologie de la gendarmerie. Le serment implique en droit de réserve jusqu'à 65 ans. Le soldat ne doit pas afficher son appartenance politique sous quelque forme que ce soit. L'éclairage d'un colonel de l'armée à la retraite, Mamadou adjoint par Mme Abdougaï Kassé. Ça coule de source, hein. La politique, c'est pas le domaine des armées. Les militaires doivent faire preuve de respect des institutions. Alors, étant un homme formé pour le respect des institutions, il ne faut pas prendre parti sur le champ politique. Il n'est pas arbitre du champ politique. L'armée n'est pas l'arbitre du champ démocratique. Les militaires ne sont pas partie prenante dans l'espace politique. Et quelles sont les sanctions auxquelles le militaire récalcitrant est exposé? Oui, ça dépend peut-être du degré d'implication, quoi. Ça dépend du degré il y a l'appréciation du commandement, mais ça fait quand même partie des 7 fautes purement militaires, ça. Donc, mais ça sera l'appréciation du commandement, dépendant des circonstances, etc. Mais ce sera en tout cas, il faut aller jusqu'aux sanctions statutaires pour avoir appartenu à avoir montré même son appartenance à tel ou tel parti, alors qu'il est en activité, je veux dire, alors qu'il est en activité. Même en dehors de l'activité, avant 65 ans, il faut faire preuve un peu de réserve, ce qu'on appelle la réserve. D'ailleurs, les notes ont été faites par le ministre des Forces armées pendant les élections, je vous rappelle, locales. Il a sorti une note dans laquelle tout cela s'est défini sur le comportement des militaires dans l'espace politique. L'ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, le coup de Sitorndour, est accusé de viol sur son employé de maison âgé de 16 ans. Cette affaire suscite beaucoup de polémiques et remet aussi en cause les relations entre personnel de maison et employeurs. Ce sont des témoignages que nous avons recueillis auprès de femmes de ménage, manque d'égard, propositions indécentes. Elles sont nombreuses à avoir vécu ce genre de traitement. C'est un reportage de Seynabou Babou sur des images de Augustin Mandan. Non loin du rond-point Liberté 6, un vaste espace où se regroupent tous les jours des femmes de tout âge et de divers horizons. Elles attendent toute une chose, un travail. Beaucoup d'entre elles ne sont pas encore au courant de cette affaire de viol qui défraie la chronique. L'une d'entre elles se confie. Parfois, les patrons nous font des propositions indécentes. Il y en a même qui te demandent de coucher avec eux alors que ce n'est pas normal. Ils doivent nous considérer comme leurs enfants. Nous ne sommes pas des esclaves, encore moins des filles faciles. Nous n'avons pas les moyens, c'est pourquoi nous travaillons. Cette fille âgée de 18 ans est originaire de la région de Bambey. Selon elle, son ex-patron lui demandait souvent de lui préparer du thé alors que sa femme était bien présente. Parfois, il y a des chefs de famille qui t'envoient faire des courses. Certains te demandent de leur préparer du thé alors que c'est pas normal. Leurs femmes sont là pour ça.
Ce père de famille affirme ne pas être bavard avec sa domestique. Pour lui, c'est aux femmes de les gérer. Je pense que sama jabar la am droit wax ko amul droit wax bonne bi sa dara sax parce que bon. Si j'ai un service à demander, je demande directement à ma femme. Je préfère ne pas m'adresser à la bonne, même si elle travaille dans ma maison. Je pense qu'on doit considérer les domestiques comme nos propres enfants. Les relations entre les employés de maison et les chefs de famille sont loin d'être amicales si l'on se fie à nos interlocuteurs. Ces employés de maison ont également dénoncé les maltraitances dont elles seraient souvent victimes dans leur lieu de travail. L'autre titre de ce mercredi, la revalorisation des salaires est désormais généralisée dans l'administration publique. Le communiqué de la direction de la solde mentionne les agents des secteurs de l'éducation, de la santé, des forces de défense et de sécurité, les administrateurs civils et les sortants de l'École nationale d'administration. Une décision appréciable certes, mais qui ne répond pas au principal combat des syndicalistes selon le secrétaire général de la CNTS-FC, Cher Diop, est avec Awa Diop. Ah oui, une décision de revaloriser les salaires est toujours bien accueillie par la classe syndicale, les porteurs de la revendication que nous sommes. Mais n'oublions pas que le mouvement syndical avait une préoccupation dans ce secteur. C'est la question de l'inéquité observée sur le système de rémunération. Ça fait l'objet d'un combat depuis des années. Donc n'oublions pas la racine du mal de ce combat. C'est qu'on a augmenté sans considération ni tenir compte des préoccupations des concernés et de la classe syndicale. On a augmenté ainsi des indemnités ou des primes. Et au terme de cet acte, retrouvons avec un système de rémunération totalement déséquilibré et ça fait l'objet de plusieurs revendications, de plusieurs luttes pour que ce système redevienne équitable et juste pour tous. Donc si on devrait reproduire les mêmes schémas en prenant des décisions d'augmenter, cela nous pose problème. Quoique nous saluons la décision de réviser les salaires. Mais on entend déjà dans certains secteurs des voix s'élever pour dire pourquoi ils n'ont pas été concernés. Ça, c'est une question, ça, c'est la préoccupation majeure à notre niveau. Pourquoi certains ne sont pas concernés et comment les augmentations ont été faites? Parce que nous n'avons pas été associés, les concernés non plus. On se rend maintenant à Rufisque. Le projet d'extension de la Sococim fait réagir le Conseil des notables lébaux du Grand Cap-Vert. Ils s'y opposent catégoriquement puisque, selon eux, la cimenterie cause déjà un énorme préjudice aux populations de Rufisque. Babacar Seck. Le Conseil des notables lébaux du Grand Cap-Vert s'inquiète de l'impact négatif de la cimenterie de Rufisque sur l'environnement. Le Conseil dénonce l'avis favorable donné à la Sococim pour la construction d'un nouveau four. L'État du Sénégal, un État qui, sur un avis, lui a accordé un avis favorable de ses études d'impact environnementaux de son four 6, englobant les transferts des productions des fours 3 et 4. Malgré les oppositions des acteurs de la société civile de Rufisque-Bargny pour le non-respect des procédures du Code de l'environnement. La Sococim n'a jamais participé pour 1 kg de ciment, pour 1 kg, je précise, en contribution dans les programmes de pavage des ruelles des quartiers, dans aucune initiative citoyenne des populations de Rufisque-Bargny. Selon les dignitaires lébous, l'industrie extractive menace aussi les périmètres maraîchers de l'Endeng. Et l'autre combat à mener est le maintien de la vocation agricole des surfaces cultivables de l'Endeng, ainsi que les élargissements, mais aussi la zone de Bot Sénégal, TF du 2374 pour la création d'emplois et la lutte contre la migration irrégulière. La Sococim devrait donc commencer par réparer les préjudices au regard de sa liste de victimes des terres accaparées pour construire le mur de Berlin à Bargny, coupant ainsi la ville en 2 zones industrielles et urbaines. Le Conseil des notables lébous demande la restitution par la Sococim du titre foncier 1691 pour recaser les sinistrés de l'érosion côtière.
Merci Babacar Seck. L'Agence nationale des énergies renouvelables a déployé 50 000 lampadaires solaires dans la région de Thiès. 25 communes sont concernées. Les bons ont été livrés au gouverneur de Thiès en présence de notre reporter Isidore Alexandre San. Après un programme initial de 50 000 lampadaires solaires, l'État du Sénégal est en plein dans la seconde phase. Une phase beaucoup plus ambitieuse selon le directeur de cabinet du ministre du Pétrole et des Énergies qui a remis au gouverneur de Thiès des bons de 200 lampadaires pour 25 communes de la région. Une deuxième phase beaucoup plus importante d'ailleurs. Et la condition que l'autorité a fixée à l'ANER, qui est maîtresse d'œuvre déléguée, c'est de commencer cette fois-ci par les communes qui n'en avaient pas bénéficié. Dans la région de Thiès, c'est 25 communes sur les 49. Et nous venons de remettre à Madame le gouverneur les bons destinés à ces communes avec un nombre minimum par commune de 200 lampadaires. L'Agence nationale des énergies renouvelables entend bien maintenir les acquis. Le défi de l'entretien reste une préoccupation majeure. L'ANER a signé avec l'installateur un contrat d'entretien pour 6 ans. Donc pendant les 6 premières années, c'est l'installateur qui va assurer l'entretien. Enfin, l'ANER n'attendra même pas le bout des 6 ans. L'ANER commence déjà à réfléchir avec les autorités, avec les communes, pour savoir comment elle va prendre le relais. Soit un fonds qui va être logé au niveau des communes, ou bien carrément confié aux communes. Les 25 communes concernées peuvent encore en bénéficier, c'est selon les besoins. Le gouverneur chargé des affaires administratives s'en réjouit. Je voudrais quand même magnifier le projet parce que c'est un projet qui vient soulager les collectivités territoriales en baissant leurs factures électriques. Parce que le recours aujourd'hui au solaire constitue quand même un moyen de pouvoir travailler pour la promotion des énergies renouvelables. Cette seconde phase d'acquisition de lampadaires solaires rentre dans la politique d'accès universel à l'électricité d'ici à 2025. Et l'on s'intéresse à présent aux élections législatives de dimanche dernier à Diourbel. Les résultats provisoires sont favorables à Benno Bokk Yakaar. Les militants réaffirment ainsi leur engagement auprès de la mouvance présidentielle. Selon Dame Diop, ministre de la formation professionnelle, cette dynamique doit être maintenue pour l'émergence de Diourbel. Le propos recueilli par Goran Daklo et Tcherno Faye. Rendre grâce à Dieu et me réjouir de la belle victoire que notre coalition a acquise ce dimanche 31 juillet dans le département de Diourbel. Je voudrais donc appeler, au-delà de notre coalition, toutes les autres coalitions, j'allais dire tous les hommes politiques que nous sommes, à respecter le verdict des urnes, au lieu de tenter de tromper l'opinion en lui offrant des chiffres sortis de l'imaginaire qui alimente des rêves. Ici à Diourbel, dans le département de Diourbel, notre victoire est nette et sans appel et aucune manipulation ne saurait prospérer. Cela aussi est valable dans tous les départements du Sénégal que notre coalition a gagné, reconnaissant ainsi provisoirement notre défaite dans quelques départements. C'est cela, le jeu de la démocratie et des règles que nous magnifions ici. Notre victoire ici et partout ailleurs dans le Sénégal sera protégée, d'abord par les citoyens épris de paix, de justice, mais de démocratie, mais aussi par nos militants et sympathisants ensuite, et enfin par l'État, garant de la paix sociale de notre nation qui est une et indivisible. Plus spécifiquement, je voudrais lancer un appel à tous les camarades de la coalition de rester unis, comme nous l'avons fait pendant cette campagne électorale, et que cette dynamique pour accompagner le président de la République dans ses projets devra nous entraîner le Sénégal vers le développement. Et pendant ce temps, l'intercoalition Yewwi Wallu célèbre ses résultats. À Louga, le candidat investi Mansour Sour assure suivre l'évolution de très près. Ces propos recueillis par Sékou Diallo. Satisfait des résultats qu'a fait l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal au niveau du département. Aujourd'hui, nous avons les résultats provisoires. Et vous voyez que on est entre 41, on parle de 41 000 et 42 000 voix. Et il y a encore des PV dans certaines zones que nous n'avons pas encore reçues. Mais Inch'Allah, nous allons continuer le travail. Mais nous sommes satisfaits parce que les voix qu'on a perdues au niveau de la liste de Wallu, les 2900 voix dans la liste de Wallu, si ces voix étaient
versés sur le compte de Yewwi Askan Wi, on allait parler de 44 millions. Donc il n'y a pas masse. Pour vous dire qu'aujourd'hui, le département de Louga est contrôlé par l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal. Et nous sommes très satisfaits des résultats qu'on a obtenus aussi au niveau de la commune de Louga, chef-lieu. Vous avez constaté que Yewwi a pratiquement gagné les 17 centres sur 21, n'est-ce pas, 17 centres sur 21. Et nous avons en face les ministres, des DG, présidente de la SCT, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, des directeurs généraux, du président du conseil départemental de Louga. Toutes ces personnalités, avec leurs milliards, l'intercoalition les a battus au niveau de Louga. Chez moi, à Ndiagne, on a raflé tous les bureaux de vote, sans exception. Et pourtant, la veille des élections, ils ont dégainé des millions, j'en ai les preuves, des millions, n'est-ce pas, dans les quartiers pour nous faire barrage. Heureusement, on a gagné tous les bureaux de vote. Et la défaite de la coalition au pouvoir dans certaines localités du pays analysées par les Sénégalais eux-mêmes. À Grand Dakar, par exemple, plusieurs raisons ont été évoquées. Voyez ce reportage de Mamadou Sy et Mafalfal. Devant une salle de musculation à Grand Dakar, Djiby Ndaw et ses amis discutent de la situation politique dans la commune. La défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des législatives n'est pas passée inaperçue. Selon notre interlocuteur, la déroute de la coalition présidentielle dans la zone est due à la guerre interne de position. Nous n'avons jamais pensé que Jean-Baptiste allait remporter les élections parce que dans les rangs de leur coalition, l'entente n'est pas sincère. Ils sont ensemble, mais ils ne s'aiment pas et ne se donnent pas la main. Autre endroit à Grand Dakar, autre décor. Adam Ndak, lui, est catégorique. Grand Dakar a sanctionné les compagnons du président dans la zone. Les responsables politiques qui ont été nommés par le président de la République ou ceux qui sont dans son camp ne se soucient pas de la population. C'est pourquoi il a perdu les élections. Vous savez, les citoyens ont leur carte. Mais pour d'autres, le contexte dans lequel les élections se sont déroulées n'a pas été favorable au régime. Les ordonnances sont chères. La hausse des prix également n'a pas été favorable au régime. Et pourtant, cela est dû à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais certains l'imputent au président. Après la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar à Grand Dakar, Djiby Ndaw croit toujours qu'il est possible d'inverser la tendance lors des prochaines échéances électorales. Il donne l'astuce. Notre reportage du soir à la plage, malgré les mesures restrictives du ministère de l'Intérieur sur les plages, il grouille de monde. Et cela se comprend. Nous sommes en période de vacances, oui, et il fait chaud. Mais dans le reportage qui va suivre, nous nous sommes plutôt intéressés au petit commerce qui se développe à la plage, un véritable business, comme l'ont constaté sur place par nos reporters Khadija Diouf et Augustin Mandan. Ces enfants s'amusent sur une plage bondée de monde. Les sachets ont pris leur place dans le décor. Étant au lieu de commerce, maillots de bain, sachets d'eau, jus, grillades, tout ce qui peut trouver preneur ici. À Malibu Plage, le business marche plutôt bien, surtout en ces périodes de grandes vacances. Il y a beaucoup de monde à la plage en ce moment et c'est ce qui nous attire ici. Nos marchandises se vendent comme du pain et nous y gagnons beaucoup. Dans ce beau monde, des saisonnières comme Ami Collé qui a tout laissé pour consacrer ses 3 mois de vacances au commerce sur la plage. Avec les vacances et l'été, nous préférons faire nos petits commerces au bord de la plage. Nous y gagnons beaucoup, mais c'est seulement pour une période. À la fin des vacances, nous retournons faire les boulots que nous faisions. Une reconversion qui en vaut le coup. En une journée, elles peuvent gagner jusqu'à 20 000 francs. C'est ça. Quand il y a des événements organisés sur la plage, nous gagnons beaucoup plus. Par mois, nous gagnons jusqu'à 200 000 francs.
chaque mois 200 000 ou 250 000 Des milliers d'élèves et d'étudiants sont en vacances en ce moment. Plus d'activités pédagogiques. Donc, les plages deviennent les lieux de convergence, une aubaine pour les vendeurs installés sur les lieux qui font de bons chiffres d'affaires en ce moment. Khadija Diouf. Et dans le reste de l'actualité, des experts et décideurs politiques ont jugé nécessaire d'évaluer les conséquences de la crise russo-ukrainienne. Les réflexions ont notamment été orientées sur une crise alimentaire imminente. Et je vous propose d'écouter l'un des panélistes, Ousseynou Babou. Il est interrogé par Amadou Barry. J'avoue que il y a une pénurie en perspective. Ça, tout le monde le sait. Actuellement, le prix de blé flambe. Donc, il y aura une pénurie en perspective. Mais toujours est-il qu'il faudra peut-être changer les modes d'alimentation. Parce que aujourd'hui, comme l'a dit le professeur Cissé, avec d'autres composants, on peut fabriquer du pain, par exemple. Donc, est-ce qu'on ne va pas chercher ces pistes, délaisser le blé et puis essayer aussi de produire du blé chez nous? À partir de céréales locales? À partir de céréales locales, justement. Donc ça, c'est des modes alternatives. Parce que si l'État subventionne, c'est des milliards et des milliards qu'on puise dans le budget de l'État. Je pense qu'il faudra effectivement, avec peut-être les agropoles, pourquoi pas produire autant de blé. C'est possible. C'est possible. D'accord. Mais est-ce que c'est suffisant en quantité? Bon, tout ça, ça dépend des politiques. Ça peut être une politique à court, moyen, long terme. Mais il est temps pour l'État du Sénégal de vraiment de mener une politique résolue d'autosuffisance alimentaire. D'abord au Mali, alors que les autorités de transition démentent toute allégation d'exactions ciblées de son armée contre les Peuls du Mali, l'organisation culturelle Peul Tabital Poulagou Mali fait part de son inquiétude. L'organisation communautaire dénonce la poussée d'un sentiment de haine et des appels à la violence, notamment sur les réseaux sociaux. Elle dit enregistrer de nombreux cas d'arrestation qualifiés d'arbitraires et d'injustifiés. En RD Congo, le gouvernement déclare que les tensions actuelles entre la population et la MONUSCO sont dues notamment aux déclarations jugées indélicates et inopportunes du porte-parole de la mission des Nations Unies. Il a affirmé plutôt que le déploiement d'une grande partie des ressources de la mission onusienne et de l'armée congolaise dans la lutte contre le M23 avait des conséquences négatives sur les autres régions. Du côté de la MONUSCO, on s'est dit surpris de la tournure que prennent ces événements qui occultent les vrais problèmes. Entre-temps, sur le terrain militaire, le M23 a repris son offensive et est arrivé à une trentaine de kilomètres de Goma. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Rendez-vous demain pour le 19h45.